Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. On pensait la scène internationale totalement figée jusqu'aux élections américaines. C'était sans compter les frappes israéliennes sur l'Iran, les frappes iraniennes sur Israël et puis bien sûr l'effondrement des troupes ukrainiennes. Alors à quoi s'attendre, qu'il s'agisse du Proche-Orient ou de l'Est? Est-ce que les États-Unis jouent un rôle d'étincelle ou plutôt de pare-feu dans ce grand échiquier? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je compte éminemment sur vous pour le succès de cette émission. Alors c'est très important, prenez quelques secondes pour cliquer sur ce fameux pouce en l'air, ça améliore tout. Pensez évidemment à m'écrire vos suggestions, vos commentaires juste en dessous et puis relayez cette émission au maximum. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Éric Denessé. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, ancien analyste du renseignement et directeur du CF2R que vous avez fondé d'ailleurs en 2000. C'est le Centre français de recherche sur le renseignement. Vous publiez de très nombreux ouvrages collectifs. Je citerai l'Ukraine, la guerre américaine, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit, mais aussi le dernier, la guerre russo-ukrainienne, réalité et enseignement d'un conflit de haute intensité. C'était sous votre direction et celle d'Olivier Dujardin. Et vous collaborez également régulièrement au magazine Omerta pour le dernier numéro, notamment sur le retour de Donald Trump. Donald Trump contre-attaque. Vous y aviez signé un édito, vous décrivez la servilité, voire la suzeraineté de notre État vis-à-vis des États-Unis, dont nous revendiquons la place de partenaire, alors que notre docilité semble de plus en plus sans contrepartie. Vous allez commencer peut-être, Éric Denessé, on va dresser un tableau de ce qui se passe au Proche-Orient, avec beaucoup d'actualités dans les dernières semaines. On arrive presque un an après le 7 octobre et le début de la riposte israélienne sur Gaza. On a vu véritable étalement de ce conflit sur le sud du Liban, les Houthis yéménites qui rentrent également dans le conflit. Maintenant, l'Iran. Vendredi, le guide suprême Ali Khamenei a pris la parole. Il a tout simplement déclaré que les jours d'Israël étaient comptés. Que faut-il penser de ces propos ? Alors, sur les propos de Khamenei, il y a deux choses. Il y a effectivement une indéniable exaspération chez les Iraniens de la politique israélienne, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit sur les frappes que vous décriviez, mais qui ont eu lieu non seulement au Yémen, mais aussi en Syrie. Et il y a eu des ripostes sur les milices irakiennes, les milices chiites qui se trouvent en Irak. Donc ça, c'est le premier point. Il y a cet antagonisme très fort entre les Iraniens et les Israéliens, surtout entre le régime iranien actuel. Et puis, c'est aussi un discours qui a une grande portée et qui cible beaucoup la population à l'intérieur. Parce que Téhéran ne peut pas rester sans réagir après l'élimination de Hassan Nasrallah. Les médias occidentaux n'ont pas assez montré les énormes manifestations qu'il y a eu dans tout le monde arabe, quasiment depuis, on va dire au moins depuis l'Égypte jusqu'au Pakistan, où les populations considéraient que Nasrallah était un symbole. Alors, même des populations sunnites, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ait eu raison, mais il y a vraiment une lame de fond, et donc le chef de l'État iranien ne pouvait pas rester sans réagir en la matière. Il a aussi besoin de remobiliser son opinion, parce que l'une de leurs craintes, même si elle est relativement minime, c'est que si le conflit se durcissait et qu'il y ait des frappes israéliennes et américaines, il y ait également en parallèle une tentative de déstabilisation du pays interne et donc un renversement du régime. Donc il lui fallait tenir ce type de discours. Alors bien sûr, c'est un discours qui est extrêmement agressif à l'égard d'Israël. Le discours du Hezbollah, le discours du Hamas sont aussi des discours très très durs qui prônent la destruction de l'État hébreu. Alors il y a deux choses derrière ça. D'abord, il ne faut pas oublier que c'était aussi le discours de l'OLP pendant longtemps et que quand les négociations existent, on est arrivé à faire... L'OLP, l'Organisation de Libération Palestinienne. Voilà, de Yasser Arafat. À la fin, Juifs et Palestiniens arrivaient à se parler et ce n'était plus dans le programme de l'OLP. Donc aujourd'hui, vu qu'on a des extrémistes des deux côtés, bien sûr, dans ce monde musulman en Iran, au Hezbollah, mais aussi à Tel Aviv, le gouvernement autour de Netanyahou et de Ben Gvir sont des fondamentalistes, je dirais, de la pire espèce. Je crois qu'il faut en être extrêmement conscient. Ils ne sont pas le reflet de la société israélienne.
israélienne. Ils en sont un des reflets, mais on a des deux côtés, finalement, des gouvernements qui sont des gouvernements fondamentalistes sur le plan religieux et qui sont en plus dans la surenchère en matière de vocabulaire et de déclaration. Comment pourrions-nous évaluer le rapport de force entre ces deux blocs, entre d'un côté Israël et un soutien indéfectible de Washington, et de l'autre côté ce bloc qui a commencé avec Gaza, puis le Liban et évidemment l'Iran qui est derrière avec une collaboration des Houthis régulièrement? Alors il y a deux choses, vous avez raison d'employer cette expression, c'est un couple israélo-américain. Les Israéliens seuls ne représentent environ que 10 millions d'habitants, ils sont au milieu de centaines de millions d'habitants des pays arabes qui ne leur veulent pas tous nécessairement du mal, mais qui leur sont quand même globalement hostiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de couple israélo-américain, ça veut dire que sans le soutien des Américains, les Israéliens n'existent plus. Ils en sont bien sûr tout à fait conscients, mais le paradoxe, c'est que ce sont eux qui manipulent beaucoup plus les États-Unis que les États-Unis qui arrivent à leur imposer leurs décisions. Donc c'est un camp relativement homogène, même si en réalité la société israélienne, en tout cas jusqu'à l'élimination de Nasrallah, était très divisée. Depuis 2 ans maintenant, l'impopularité de Netanyahou, ses réformes judiciaires, y compris sa politique à Gaza, a fait de nombreux opposants en interne. Il a réussi par l'offensive au sud Liban et l'élimination des cadres du Hezbollah, puis de la direction du Hezbollah, finalement à réobtenir un espèce de statut de sauveur de l'État hébreu, parce qu'effectivement c'est un des ennemis héréditaires qui est au nord d'Israël qu'il fallait éliminer. Donc il y a eu beaucoup de soutien qu'il avait perdu. De l'autre côté, d'abord le camp arabo-musulman n'est pas homogène. Les leaders dans cette opération contre Israël sont bien les Iraniens, avec l'ensemble de leur proxy. Mais avec une grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens font tout pour éviter l'escalade. On voit bien que d'un côté, on a Netanyahou et son gouvernement qui se disent « nous avons une opportunité puisque nous avons commencé à enfoncer les portes une à une et personne n'a mis son veto ». Il faut rappeler que même si on est, comme c'est mon cas, un défenseur de l'État hébreu, la quantité de victimes qui a été faite à Gaza est absolument inqualifiable et inacceptable. 1200 morts d'un côté, c'est horrible, ça a été des actes barbares, on l'a tous dit, on l'a tous critiqué avec l'action du Hamas, mais faire probablement 40 à 50 000 morts, si ce n'est pas plus, dans une grande majorité de civils, en face, c'est totalement normal. Donc l'Iran, par rapport à ça, voit bien que Netanyahou n'a pas été sanctionné par les Américains ni par les gouvernements européens, même si les opinions sont de plus en plus critiques vis-à-vis d'Israël. Il a essayé... vous interrompre, mais avec un peu un double jeu américain, c'est-à-dire qui consiste à dire à Netanyahou de retenir ses coups tout en continuant totalement l'acheminement d'armes. Mais bien sûr, mais après là on rentre sur les jeux de lobby, c'est-à-dire que la communauté juive américaine, que ce soit la Jewish Defense League ou l'AIPAC, sont des gens qui soutiennent vraiment l'État hébreu avec des comportements qui peuvent se comprendre. C'est que généralement quand on n'est pas sur place, on culpabilise encore plus et on va faire tout ce qu'il faut pour que nos coreligionnaires puissent bénéficier d'un soutien. Et un certain nombre de spécialistes des relations internationales l'ont démontré. C'est vrai qu'il y a un pouvoir d'influence terrible sur le Congrès américain de la part de ces lobbies juifs américains qui fait qu'ils ont souvent un rôle déterminant, voire même ils arrivent pas à dicter, mais à influer profondément la politique américaine. Donc la deuxième étape de Netanyahou, vu que personne ne lui a demandé d'arrêter, ça a été d'attaquer le Hezbollah, en faisant d'abord cette opération des beepers que nous avons bien sûr suivie, et puis en espérant déclencher une frappe du Hezbollah en riposte, ce que le Hezbollah s'est gardé de faire, à la fois parce qu'il était désorganisé et parce qu'il ne voulait pas paraître comme l'agresseur. Les Israéliens ont donc décidé de taper à ce moment-là. Je n'ai vu nulle part, en tout cas dans les grands médias occidentaux, qui que ce soit dire que c'était une agression. Même si le Hezbollah est considéré comme un mouvement terroriste, c'est quand même... ils rentrent illégalement dans un pays voisin, ils ont fait énormément de dégâts. Donc on voit bien que personne aujourd'hui ne vient empêcher Netanyahou de continuer sa stratégie. Celui-ci se dit, écoutez, l'Iran est aujourd'hui dans une situation plutôt faible par rapport à ce qu'il a été. Personne ne nous met des bâtons dans les roues. Les Américains ne seraient pas nécessairement hostiles à en tout cas, une action coercitive contre Téhéran. Donc je continue. Et ce faisant, il ne cesse de jeter de l'huile sur le feu avec cette politique jusqu'au boutiste. Mais il applique un peu ce que Kissinger, en son temps, appelait la stratégie du fou.
parce qu'il est incontrôlable. Et finalement, on se retrouve dans une situation qui rappelle un petit peu celle de l'Ukraine. C'est-à-dire que les deux grands alliés des Américains, enfin les deux grands États que les Américains soutiennent, que sont d'un côté l'Ukraine et de l'autre côté Israël, avec Zelensky et Netanyahou, eh bien, Washington risque de se retrouver entraîné dans une guerre parce que justement, ces deux acteurs deviennent incontrôlables et se retrouvent aujourd'hui dans des situations périlleuses et sont prêts à monter aux extrêmes pour sauver leur peau en tant qu'homme politique en particulier. Après la mort d'Hassan Nasrallah, c'est le numéro 2 du Hezbollah qui a pris la parole. Il s'agit de Nassem Kassim. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, qu'on écoute sa réaction. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. Bon, alors évidemment des déclarations de puissance, j'allais dire, vis-à-vis de Netanyahou. Pour autant, comme vous l'avez dit, Israël est entré au Liban avec beaucoup de confusion d'ailleurs, avec des gens qui infirmaient cette incursion, Tsahal qui l'affirmait, etc. C'est difficile de toujours bien saisir exactement ce qu'il se passe. Il y a un gros jeu de dupes finalement dans toute cette affaire aussi. Oh ben oui, parce que de toute façon, il y a une guerre de l'information autour de tous ces conflits. Donc chacun essaie de présenter sa vérité, sa réalité. Elle existe déjà au niveau international, mais elle existe dans chaque pays, puisqu'il y a des enjeux d'influence de l'opinion, parce qu'il y a des enjeux électoraux derrière. Donc effectivement, il faut à chaque fois décrypter ça. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à notre époque, il y a suffisamment de médias dans tous ces pays, alors que ce soit sur la crise ukrainienne comme sur la crise israélienne, alors, quand ce n'est pas censuré, qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus claire, des choses. Mais effectivement, si vous n'écoutez d'un côté que Zelensky ou que Poutine ou de l'autre, vous n'écoutez que Khamenei ou le porte-parole de Tsahal, vous avez une vision qui est obligatoirement partielle des choses. Vous avez évoqué tout à l'heure cette attaque via les beepers, oui. Puis les talkie-walkie le deuxième jour, le lendemain, c'était mi-septembre. Est-ce que cette attaque était inédite ou est-ce qu'elle avait déjà eu lieu par le passé ? Non, c'est une attaque qui est tout à fait inédite. C'est une opération qui est tout à fait remarquable sur un plan technique, en matière de renseignement, encore une fois, sans porter de jugement moral. Elle est tout à fait remarquable, elle montre finalement la manière dont les Israéliens, après la guerre de 2006, ont su se remettre en question, retravailler en profondeur pour être sûr de gagner la guerre suivante, parce qu'il faut rappeler que 2006, en réalité, c'est un match nul. Mais un match nul, quand c'est l'armée israélienne d'un côté et le Hezbollah de l'autre, c'est effectivement, ça apparaît, bien sûr, ça apparaît comme une victoire du mouvement chiite libanais. Donc les Israéliens l'ont assez mal vécu, ils ont donc redéployé énormément de moyens, ils se sont remis en cause. Alors c'est assez logique dans leur mentalité, parce qu'ils vivent le couteau sous la gorge depuis toujours, depuis 1948. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables de certaines choses, mais en tout cas, la seule façon pour eux d'être en permanence prêts à assurer leur propre sécurité, c'est ça, c'est se remettre en question en matière de renseignement, en matière de tactique et de stratégie militaire. Donc c'est une très belle opération. Elle a quand même beaucoup handicapé le Hezbollah. Les frappes qui ont suivi ont été encore plus dévastatrices. Maintenant, elles ont généré un autre problème que les Israéliens ont déjà confronté auquel les Israéliens ont été confrontés dans les années précédentes. Quand on fait de la lutte antiterroriste, et c'est ce que à peu près tout le monde a fait dans le monde, on cherche d'abord à éliminer les chefs des réseaux terroristes. Et puis, une fois qu'on a éliminé les chefs des groupes terroristes, on va essayer d'éliminer les cadres intermédiaires. Et puis, il reste ensuite tous les hommes de terrain. Mais le problème, c'est qu'une fois que les hommes de terrain n'ont plus de chefs et plus de cadres intermédiaires, c'est des petites cellules de 2, 3, 5, 6 personnes qui sont présentes plus imprévisibles. Partout dans le pays, qui ne sont pas coordonnés, qui deviennent imprévisibles. Les Israéliens l'avaient déjà expérimenté sur la lutte contre les Palestiniens du Hamas et à l'époque où la lutte était plus forte en Cisjordanie, et donné des conseils d'ailleurs au moment de la lutte contre Al-Qaïda aux Occidentaux en disant faites attention de ne pas vouloir tuer tous les cadres et tous les dirigeants, parce qu'après vous allez vous retrouver devant des cellules qui sont incontrôlables et que vous ne pourrez pas identifier. Et moi je pressens que c'est ce qui est en train de se passer au sud Liban.
Sur cette affaire des talkie-walkie et des beepers, vous le dites, sur le plan technologique, et j'insiste, sur ce seul plan, c'était plutôt une prouesse. Est-ce qu'il y a une disproportion, on va dire? Est-ce que les Iraniens sont très en retard sur les technologies israéliennes ou est-ce que finalement leurs forces sont ailleurs? Alors, c'est une prouesse technologique, mais c'est surtout une prouesse... on va dire... logistique. Oui, mais en matière d'enseignement. En logistique, non, puisque tout conduit à penser que les beepers ont été fabriqués en Israël. C'est quand même bien plus logique, puisqu'on sait que la société hongroise qui a été identifiée au début, puis la société bulgare ne sont que des faux-nés. Est-ce que d'ailleurs ce sont des sociétés, enfin pas fictives, mais avec un seul salarié, dans des immeubles de bureaux ou dans des immeubles particuliers où il y a 100 sociétés en domiciliées. Donc est-ce que ces gens-là ont été manipulés par le Mossad ou étaient au courant qu'ils participaient à une opération? Mais on ne trouve pas trace de l'endroit où ont été fabriqués les beepers. Et quand on estime qu'il y a plusieurs milliers de beepers, peut-être 3 000, 5 000, 7 000, moi je ne sais pas exactement, la seule façon de le faire efficacement, c'est de le faire chez soi. Parce qu'il faut bien... Et les Israéliens ont cette capacité industrielle pour le faire. Donc je ne les vois pas faire ça nuitamment sur un tarmac d'aéroport. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'en matière de technique et de technologie, il faut qu'il y ait les moyens. Donc ça, c'était une très belle opération. Mais avant d'en parvenir à ça, ça veut dire qu'il a fallu infiltrer le Hezbollah, savoir comment ils communiquaient, puisqu'ils avaient arrêté les téléphones portables pour passer au beeper, où est-ce qu'ils comptaient acheter leurs beepers, quelle quantité ils comptaient commander. Donc il a fallu qu'ils infiltrent vraiment le mouvement. Et donc c'est un travail qui a probablement duré depuis 2-3 ans, minimum, si ce n'est plus, qui leur a permis de parvenir à cette performance en matière de renseignement. Même si on peut contester le fait de tuer autant de personnes est condamnable. Bon, après, c'est une guerre entre deux États, donc Et c'est peut-être aussi en prenant la mesure de cette, je reprends vos termes, performance de renseignement, que paradoxalement, on se rend compte aussi de l'échec total de Benjamin Netanyahou quand il n'arrive pas à empêcher le 7 octobre. Oui, alors c'est pour ça que ça a redonné par ailleurs un peu de crédit à certaines rumeurs ou théories que... on peut presque qualifier de complotiste en disant Netanyahou a laissé faire les attentats du 7 octobre. Voilà, moi je n'y crois pas. Mais effectivement, alors ceci dit, on a affaire à deux mouvements différents et on a affaire à des services différents, puisque la lutte contre le Hamas est plutôt, surtout à Gaza, est plutôt du fait du Shin Bet, donc la sécurité intérieure, un peu du renseignement militaire et du renseignement technique, Aman, enfin de l'unité 8200 du renseignement militaire, alors que le travail contre le Hezbollah est plus la mission du Mossad et là aussi de l'unité 8200 d'Aman. Donc ce sont des différences. Il y a un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pourquoi il y a une disproportion en matière de renseignement? C'est parce qu'il est difficile d'infiltrer des sociétés fermées. La société israélienne, à partir du moment où la très grande majorité des habitants sont juifs, et sont des gens qui... C'est une petite société. On ne peut pas infiltrer facilement quelqu'un qui peut se faire passer pour juif, être recruté dans les services et infiltrer l'appareil d'État. Alors qu'inversement, nos sociétés occidentales, mais la société iranienne, la société libanaise, sont des sociétés beaucoup moins homogènes, avec des courants très divers entre les chrétiens, les musulmans, chiites, sunnites, les druzes et tout ça, les alaouites en Syrie. Donc là, on peut jouer beaucoup plus sur les dissensions et rentrer finalement dans cet appareil d'État. C'est plus facile d'être crédible, quoi. Voilà, donc il faut savoir que toute minorité, toute culture, toute société fondée soit sur des liens tribaux très forts, soit sur des liens religieux comme ça, est beaucoup plus difficile à infiltrer. Et puis il faut aussi rappeler un autre élément, c'est que la volonté de défendre l'État hébreu est très présente chez les habitants. Donc même si les Iraniens ont réussi à recruter quelques hommes d'affaires pour avoir des informations, ça reste très marginal et c'est pas en payant que les gens vont trahir. Alors qu'il est beaucoup plus facile pour les Israéliens de trouver des opposants au régime de Téhéran, de faire de la corruption en Iran pour pouvoir obtenir de l'information. Donc, c'est une disproportion d'efficacité, mais qui est liée finalement à la différence de nature entre les deux camps. On a vu cette riposte iranienne sur Israël, très, très orchestrée, j'allais dire, un peu comme celle d'avril dernier, même si elle a une ampleur supérieure. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles étaient véritablement les cibles? On sait qu'il y a ces fameux F-35 et F-15 qui d'ailleurs étaient mis en cause dans la neutralisation de Nasrallah. On sait aussi que le Mossad était ciblé. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire un état des lieux des dégâts qui ont véritablement eu lieu avec ces frappes? Non, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une censure légitime de la part du gouvernement israélien pour
pour ne pas donner d'informations ni aux Iraniens, voilà, ni à la population. Alors autant, je dirais, la première frappe suite à l'attaque du consulat iranien à Damas, qui avait eu lieu, était une attaque qui était vraiment annoncée urbi et orbi, puisque les Iraniens l'avaient annoncé quasiment à tous les pays de la région 48 heures avant, qu'ils avaient envoyé des vieux missiles dans un premier temps, qu'ils avaient tiré aussi avec des drones qui volent à 200-300 km/h, donc que l'on peut même suivre sur les sites de surveillance de la circulation aérienne que l'on voyait traverser le théâtre des opérations. Donc on cherchait d'abord à sauver la face. Là, c'est vrai que quand on regarde la frappe d'il y a quelques jours, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est quand même une salve de 200 missiles qui est tirée sur un autre État. Donc effectivement, on peut se dire c'est une agression délibérée. Alors c'est vrai, mais il faut aussi rappeler que sur la première frappe des Israéliens contre le consulat d'Iran à Damas, personne n'a protesté. Or, imaginons demain que les Américains soient victimes d'une frappe sur un de nos consulats, ou que nous, Français, tout le monde aurait hurlé. Donc il y a eu déjà une espèce de minoration en disant si c'est des Israéliens, on ne critique pas, c'est normal. Mais ça a eu un impact très fort en Iran. Évidemment, l'élimination de tout le Hezbollah et de Nasrallah a été perçue comme une agression directe par Téhéran. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'ils ont raison, mais il faut essayer de se placer dans la mentalité. Donc là, ils ont fait une deuxième salve de missiles qui était bien plus importante, avec, bien sûr, on ne connaît pas les résultats, mais semble-t-il, d'après ce que l'on sait, en ne visant bien sûr en priorité que des cibles militaires ou liées à l'État, que ça peut être des bâtiments gouvernementaux, les sièges des services de renseignement, avec la volonté sûrement de marquer le coup un peu plus, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus une montée aux extrêmes. Alors, c'est paradoxal, mon but n'est pas de défendre Téhéran, mais ça montre quand même qu'il y a une retenue des Iraniens en disant vous nous avez attaqué le consulat de Damas, on a riposté une première fois, vous éliminez Nasrallah, vous avez tué Haniyeh alors qu'il était à Téhéran même. Je rappelle encore que comment aurions-nous réagi, nous, si un invité de marque étranger avait été abattu à l'hôtel de Marigny, où on héberge de temps en temps. Même chose à Washington. Donc, pour Téhéran, c'était un véritable affront. Donc, ils ne pouvaient pas rester sans réagir. Leur réaction, même si elle est plus importante que celle qui a eu lieu après l'attaque contre le consulat de Damas, ils sont montés crescendo. Elle est encore mesurée. Alors c'est pour ça que... Et eux ont annoncé, ce qui est assez logique dans leur façon de faire les choses, que pour eux, le chapitre était clos. Je rappelle qu'ils ont dit il y a quelques jours qu'ils n'entreraient pas en guerre aux côtés du Hezbollah contre Israël. Ils n'avaient aucune raison de faire la guerre à Israël. Et ils ont dit que le Hezbollah était tout à fait capable de se défendre tout seul. Alors est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est un lâchage de l'allié? Ou est-ce que c'est une volonté de dire on maîtrise la montée aux extrêmes et on ne veut pas d'une conflagration régionale? C'est difficile à dire. Et donc, après cette seconde frappe, eux considèrent que le chapitre est clos. Évidemment, si les Israéliens ripostent une nouvelle fois demain, ils n'en resteront pas là. Bien sûr. Restons un moment, si vous voulez bien, sur le Liban. On a vu que ces opérations israéliennes avaient également fait 2 victimes françaises. Ça a donné lieu à une certaine confusion dans les services français du Quai d'Orsay. Je vous propose tout de suite de regarder la conférence de presse de Jean-Noël Barrot quand il était à Beyrouth. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était, pardon? Pourquoi vous parlez de morts dans des explosions et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et j'ai pas de problème à parler de bombardement. Vous n'avez pas qualifié d'israélienne, donc on pourrait imaginer qu'elle vienne de Mars. Très bien. Alors on n'entend pas bien parce que le journaliste qui renchérit derrière n'a pas de micro, mais il lui dit elle venait d'où? De Mars. Ces frappes. Donc on voit une certaine exaspération de la presse française vis-à-vis des affaires étrangères françaises qui ne prennent pas vraiment position sur ces questions, y compris quand 2 ressortissants sont morts.
Bon, ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'autres gouvernements étrangers qui prennent position. Seuls les Canadiens et les Britanniques, ces dernières semaines, ont dit qu'ils allaient arrêter les livraisons de munitions à Israël, mais je crois qu'ils représentent l'un et l'autre 1 à 2% du stock. Non, effectivement, on voit la montée, on voit l'exaspération des opinions occidentales contre Israël monter. On voit petit à petit l'exaspération de la presse, mais l'ensemble des gouvernements occidentaux soutiennent l'État hébreu. Alors, c'est légitime, parce que je dirais c'est dans nos gènes, suite aux événements de 40 à 45, que à la Shoah, le soutien des Occidentaux à la création d'État d'Israël et à son droit de se défendre est tout à fait légitime. Seulement là où l'ensemble de ces acteurs sont en train de faire un grand écart qui va se terminer de manière extrêmement douloureuse, c'est que défendre l'existence de l'État hébreu, c'est une chose, mais défendre la politique quasiment d'épuration ethnique qu'il conduit à Gaza et d'agression qu'il conduit au sud Liban, c'en est une autre. On a le sentiment, toutefois, que Benjamin Netanyahou, quelque part, ressort gagnant de cette parenthèse, parce que finalement, en ayant été la cible de l'Iran, en ayant réussi à neutraliser la tête du Hamas, puis maintenant la tête du Hezbollah, finalement, il a montré à sa population qu'il était capable de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Oui, il est très audacieux, c'est un risque tout, et pour l'instant, les planètes sont alignées, ça lui réussit. Il faut rappeler que, d'abord, l'opération de Gaza n'est pas un succès aussi extraordinaire qu'on le dit, ça va faire bientôt 1 an, puisqu'on va fêter dans quelques jours les massacres terroristes du 7 octobre, dont il a... Il reste toujours des otages, il reste toujours des otages, dont il a directement une part de responsabilité à travers les décisions qui n'ont pas été prises pour protéger la frontière entre Israël et Gaza. L'efficacité des opérations à Gaza n'a pas été si forte que ça, puisque le Hamas, le parti politique ne disparaîtra pas, mais sa branche armée existe toujours, et de toute façon elle renaîtra, malheureusement je le dis, les excès de la politique israélienne font qu'à chaque fois qu'ils tuent un innocent, ils vont recréer de terroristes. Donc on repart sur quelque chose qui va durer des décennies. Mais à très court terme, il semblerait effectivement aujourd'hui que le contexte soit favorable à Netanyahou, qui, je dirais, par sa politique extrêmement audacieuse contre le Hezbollah, réussit à finalement apparaître comme un des sauveurs du peuple israélien. Et du coup, on est en train d'oublier finalement tout ce qu'on lui reprochait avant le 7 octobre, depuis le 7 octobre. Et c'est pour ça que probablement il pousse au maximum pour faire quelque chose contre l'Iran. Mais les Américains freinent pour la majorité des cas de fer. Alors justement, vous parlez des Américains, je vous propose d'écouter Joe Biden qui évoquait justement le soutien américain vis-à-vis d'Israël. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Bon, on l'a compris, un soutien total, pleinement en soutien d'Israël, a-t-il répété. Est-ce que, selon vous, il y aura vraiment un changement dans la position américaine si l'élection présidentielle américaine se solde par l'élection de Kamala Harris ou par l'élection de Donald Trump ? Alors, Trump est indéniablement le plus pro-israélien des hommes politiques américains, même si de toute façon toute la classe politique américaine est plutôt pro-israélienne. Mais Trump, encore plus que les autres, il faut rappeler qu'il est celui qui a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et qu'il apporte un soutien indéfectible à Netanyahou. Alors que de l'autre côté, Trump est pour une fin rapide de la guerre en Ukraine. Et côté démocrate, c'est légèrement différent, c'est-à-dire que Biden et ses conseillers à la sécurité et les néoconservateurs soutiennent bien sûr l'État d'Israël, mais c'est moins le cas de Kamala Harris, même si elle ne dit pas dans ses déclarations publiques. Elle est plutôt pour la poursuite d'une guerre en Ukraine, en tout cas parce que c'est leur intérêt jusqu'aux élections et après, mais elle est beaucoup plus sensible à la cause palestinienne, même si elle a fait un petit peu machine arrière en sentant que ça pouvait être négatif pour elle dans la campagne électorale. Mais c'est vrai, et là je parle des hommes, les appareils des partis, c'est un peu plus, c'est un peu plus, pas confus, mais un peu moins tranché, pardon. Non, alors il faut savoir que le soutien qu'a apporté Joe Biden à Israël a été finalement
probablement parce que l'homme est diminué physiquement, mais ça a été mal perçu en Israël et aux États-Unis. On considère qu'il ne s'est pas assez engagé dans ce qu'il a dit même. Il y a eu plusieurs suites de déclarations. Alors que Trump est lui sans embâge. Et il faut aussi rappeler que Trump est ciblé, selon lui et selon le FBI, par les services iraniens pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Parce qu'il est... il est à la fois autant israélien qu'il est anti-iranien, alors que les démocrates américains, dans la suite d'Obama, sont ceux qui ont essayé de faire cet accord 5+1 avec Téhéran pour essayer de parvenir à des négociations. Donald Trump a récemment déclaré que Joe Biden aurait dû éparpiller façon puzzle, en gros, l'Iran. C'est aussi lui qui avait fait sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien pendant son mandat. D'où vient cette hostilité ? Est-ce qu'elle n'est pas culturelle ? Parce que j'allais dire, on cherche toujours un peu à gouverner à l'extérieur comme il le faut à l'intérieur. Et finalement, les États-Unis ont une communauté juive importante, ont peu de communautés musulmanes, à l'inverse des pays européens, qui doivent peut-être faire plus attention avec ce qu'on appelle la rue arabe. Est-ce que finalement, ce n'est pas juste ça qui détermine leur politique ? Alors, oui, il y a ça, mais en réalité, il y a une espèce d'atavisme dont j'ai du mal à expliquer l'origine chez les Américains et notamment chez les Républicains contre les Iraniens. Alors ça remonte sûrement à 79, la guerre, la prise d'otage de l'ambassade de Téhéran et après la guerre Iran-Irak. Et j'ai tendance à comparer ça avec l'espèce d'atavisme anti-russe des Britanniques. Dans les deux cas, c'est assez irrationnel. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a ça à l'esprit. Dans les deux cas, c'est un pays qu'on n'aime pas ou ce sont des gens que l'on n'aime pas, et ça détermine pas mal d'attitudes en politique étrangère chez eux. Et ça va d'ailleurs au-delà de la raison. On le voit aujourd'hui, plus de la moitié de l'US Navy est déployée soit en Méditerranée orientale, soit au large de mer Rouge, au large des golfes Persiques. Les néoconservateurs américains, donc qui sont des démocrates, c'est ça le paradoxe, sont bien sûr pour le soutien à l'État d'Israël et ne sont pas fondamentalement opposés à une frappe sur l'Iran, alors que les gens du Pentagone, comme souvent les militaires sont plus prudents que les politiques, disent il faut qu'on fasse attention parce que ça va peut-être pas être partie de plaisir, et puis il y a en perspective ce qui se passe en mer de Chine avec les Chinois, donc il faut peut-être pas affaiblir notre outil. Ça devient assez complexe, et on sait et on sent que les Américains freinent au maximum, mais avec cette crainte de voir finalement Netanyahou leur échapper et faire quelque chose d'irréparable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de marque, cette double marque indélébile chez les Américains, d'un côté le choc des civilisations et de l'autre la guerre froide, quoi, tout simplement, c'est-à-dire les deux ennemis irrationnels, tout ce qu'on assimile au monde arabe, je le dis volontairement avec de gros sabots parce que c'est un peu comme ça que ça semble être perçu, et de l'autre côté l'ancien monde communiste. Oui, alors je ne sais pas si ce que je vais dire correspond à ce que vous évoquiez, mais je pense qu'il y a une forme de théorie du chaos qui est très en vogue chez les élites américaines, mais vraiment chez des gens de très haut niveau qui considèrent que l'instabilité mondiale, des conflits réguliers et pas des conflits nucléaires, c'est quelque chose qui est utile pour maintenir leur puissance et qui a surtout des impacts très intéressants pour eux en matière économique. Voilà, ça leur permet de continuer des interventions, de contrôler certains pays, que des alliés fassent appel à eux, qu'ils fassent de la contrainte sur d'autres, et ça permet de relancer aussi l'appareil de défense comme on le voit depuis le début de la crise en Ukraine. Donc il y a aussi du machiavélisme chez eux. Alors justement, parlons à présent de la guerre en Ukraine. Éric Denessé, on a le sentiment que dès lors que le 7 octobre est survenu, il y a eu tout de suite un regard qui s'est tourné de l'Ukraine vers Israël. Est-ce que c'est véritablement comme ça ? J'allais dire, si on regarde les comptes à la loupe, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est matérialisé aux États-Unis ? Est-ce que tout l'argent, les crédits, les armes que l'on envoyait à l'Ukraine ont finalement basculer sur Israël? Alors, ça s'est passé un peu différemment. D'abord, cette guerre en Ukraine n'a jamais vraiment passionné la population du fin fond du Middle West, d'ailleurs qui n'est pas passionnée nécessairement par grand-chose en politique internationale, mais effectivement, le 7 octobre a vraiment fait basculer les choses, parce que autant Israël est quelque chose qui est un sujet, un État qui est au cœur de la préoccupation des médias, de la politique et d'une partie de la population, autant l'Ukraine, c'était loin, les gens ne voyaient pas nécessairement l'intérêt. Et effectivement, dès le début de la crise israélienne, on voit que l'Ukraine sort totalement du débat, enfin totalement, j'exagère, mais sort très majoritairement du débat, et elle ne joue quasiment aucun rôle depuis le début de la campagne électorale. Donc c'est vrai que les gens, bien sûr, parlent d'Israël, ils évoquent l'Ukraine, mais en réalité, c'est aussi une épine qu'ils ont dans le pied, puisqu'ils n'ont pas totalement réussi leur stratégie, dont ils cherchent à sortir. Et globalement, les Américains s'en moquent un petit peu. En matière financière, il y a eu un ralentissement des aides,
Bien sûr, il y a un accroissement des aides à Israël, mais il faut se rappeler que tout au début, pour être sûr de faire passer les aides à l'Ukraine, il faisait voter au Congrès une loi d'aide extérieure dans laquelle se trouvait dans un seul package, permettez cet anglicisme, l'aide à Tel Aviv et l'aide à Kiev. Donc ça veut dire que, et là c'est ce que cherche faire l'équipe Biden, c'est ne pas laisser tomber l'Ukraine, mais surtout ne pas laisser tomber l'Ukraine avant les élections. Il nous reste un mois. Qui serait perçu donc comme un échec cuisant. Bien sûr, donc il faut absolument que l'armée ukrainienne tienne jusqu'aux élections. Peut-être qu'elle tienne jusqu'à la prise de fonction du président en janvier, parce que sinon c'est un camouflet pour les équipes démocrates et que ça sera très nocif et très négatif pour Kamala Harris. Bon, mais sinon effectivement les gens sont beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe au Proche-Orient qu'en Ukraine. Et comme toujours, les gens sont lassés des médias depuis 2 ans et d'avoir les mêmes histoires en permanence. C'est très différent pour nous en Europe parce que c'est quand même à nos portes. Alors justement, en Ukraine aujourd'hui, qu'en est-il de la situation ? On a vu cette fameuse, pendant l'été, opération sur Koursk par les Ukrainiens, qui a été maintes fois commentée. Aujourd'hui, on a le sentiment que cette opération est terminée. Ça a été un échec de plus, avec peut-être une bonne idée au départ, mais qui, force est de le constater, n'a pas abouti. Ça devient de plus en plus compliqué, mais en même temps, on a envie de dire, ça fait aussi 2 ans et demi qu'on dit que c'est de plus en plus compliqué, et absolument. L'Ukraine tient. Oui. Alors, cette réflexion est essentielle parce qu'effectivement, la Russie ne fait pas de grande rupture. 2 ans après le conflit, on a plus d'informations sur les dysfonctionnements initiaux qui avaient caractérisé l'offensive russe. Donc on voit que tout n'est pas blanc. Des affaires de corruption des 2 côtés. Côté russe, évidemment, autour de Shoigu. Plus de 30 généraux, je crois, démissionnés et poursuivis en justice. Alors la corruption en Ukraine atteint des proportions qui sont encore au-delà de cela. Mais effectivement, pas de rouleau compresseur russe. Soit qu'ils ne veulent pas, soit qu'ils ne peuvent pas. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ils ne le veulent pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer et prendre le contrôle de terres dans lesquelles il n'y a pas une majorité de russophones. D'abord, puis la Russie n'est pas une puissance expansionniste. Elle est intervenue pour protéger les populations du Donbass, que ça plaise ou non, et elle compte les libérer et les garder dans la Fédération de Russie. Donc ils avancent progressivement avec un souci aussi d'éviter les pertes, de consolider leur ligne de défense à chaque fois qu'ils ont fait un pas en avant. Mais de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il pourrait avoir une rupture aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'effectifs, de munitions, mais aussi parce que l'aide de l'OTAN en matière de renseignement à l'armée ukrainienne est telle que le champ de bataille est devenu transparent. Donc dès que vous faites une concentration de force de plusieurs milliers d'hommes, ça se voit tout de suite, et à ce moment-là, elle est tuée dans l'œuf par des frappes aériennes ou principalement par des frappes d'artillerie. Voilà. Et puis de l'autre côté, les Occidentaux font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir l'armée ukrainienne à flot. Indéniablement, on doit reconnaître que ces combattants se battent pour défendre leur pays. Il est difficile de voir aujourd'hui quelle est la proportion d'étrangers dans cette armée ukrainienne. Parce qu'effectivement, elle réduit de plus en plus. Ils ont énormément de problèmes d'effectifs. Les gens cherchent à déserter ou à quitter ou à échapper au recrutement. On sait qu'il y a eu à un moment donné des milliers de Polonais sous uniforme ukrainien qui se battaient, sans parler des Tchétchènes, des Latinos. Ça, moi, je ne sais pas l'évaluer. Mais c'est bien sûr beaucoup plus fort en proportion que ce qui se passe côté russe. Mais on est vraiment, je dirais, c'est un peu fort à la mot. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus ils sont sur les dernières positions. La prise d'Ougledar est une prise très importante, et je pense que moi je ne vois pas d'évolution avant, on va dire, mi-novembre avec les élections américaines. Après, après c'est une inconnue. Est-ce que du coup, si Trump est élu, vu qu'ils savent que de toute façon il ne soutiendra pas l'Ukraine et qu'il poussera à des négociations dans lesquelles le Donbass, Vance l'a dit, restera à Moscou, est-ce que les gens ne vont pas déposer les armes en disant on sait ce qui va se passer? Est-ce que l'armée ne va pas s'écrouler, ou est-ce qu'au contraire elle va continuer à résister? Je ne sais pas dire. Alors justement, il y a peu de temps, il y avait une Assemblée générale des Nations Unies. Ça a été l'occasion aussi bien pour Joe Biden que pour Donald Trump de rencontrer Volodymyr Zelensky. Je vous propose qu'on découvre 3 déclarations de ces 3 dirigeants. Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way. I raised with President Biden the plan of victory. Today we are preparing to discuss the details to strengthen the plan, coordinate our positions, views and approaches. Our teams will work together to ensure the implementation of our future steps. I will settle the war in Ukraine. I met with President Zelensky today, had a good meeting.
We had a great news conference afterwards. She met with him, I guess, yesterday. She didn't have a news conference because she can't do a news conference. She can't answer any questions. Bon, on a le sentiment très clairement que pour Volodymyr Zelensky, il vaudrait mieux que ce soit les démocrates qui gagnent. Ah ben évidemment. D'ailleurs, son voyage à Washington il y a quelques jours a été assez mal vécu par les Républicains parce qu'il a été perçu par eux comme un soutien à la candidature de Kamala Harris. Johnson, qui était le chef des Républicains au Congrès, a refusé de le recevoir. Et Trump l'a refusé aussi au début en disant « Je ne vois pas pourquoi nous allons aider cet homme qui refuse de négocier ». Voilà. Et puis, bon, il y a eu des pressions et Donald Trump a fini par le recevoir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais l'un et l'autre ont pu sauver la face. Mais je pense que on est là dans la comédie politique classique. Zelensky n'est pas du tout apprécié par le camp Trump, qui est pour mettre un terme à ce conflit et rebâtir une forme de relation acceptable avec Moscou. Alors, pour parfaire ces parallèles entre l'Ukraine et Israël, on a le sentiment, in fine, que ces dirigeants, aussi bien Volodymyr Zelensky que Benjamin Netanyahou, sont condamnés au jusque-boutisme, finalement. Ben oui, c'est le risque, avec une petite différence, c'est que Netanyahou, malgré une grosse position intérieure, est encore un Premier ministre légitime. Zelensky n'est plus un président légitime. Il n'a pas fait d'élection. Je rappelle que même pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill a fait des élections. D'ailleurs, il a perdu son poste de Premier ministre dès la fin du conflit. Zelensky reste. Donc on est face à Et personne ne proteste. Et personne ne proteste. Bon, après, il faut aussi reconnaître que le gouvernement ukrainien relève plus d'un gang que d'un gouvernement, en s'enrichissant à tour de bras depuis le début de ce conflit, avec tirant parti ou en détournant les aides. On sait qu'un tiers des matériels militaires livrés se retrouvent dans des réseaux criminels. Voilà, il y a de la corruption en Russie, on l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a rien de commun avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, tous ont intérêt à ce que ça continue jusqu'au bout. Mais je pense que de la même manière, l'un et l'autre, c'est moins le cas pour Netanyahou depuis ces derniers jours. Zelensky a toujours cette peur d'être poursuivi en justice aussi. Enfin, mis en cause, pas poursuivi en justice, parce que beaucoup de gens en Ukraine considèrent qu'il les a plongés dans la guerre, de manière excessive. Et d'ailleurs, c'est ressorti au moment de l'offensive sur Koursk, puisqu'un certain nombre de membres du Parlement ont dit « mais cette offensive est totalement stupide, elle va encore plus radicaliser les Russes contre nous ». Et d'ailleurs, on l'a vu très rapidement, les Russes qui ont toujours dit qu'ils étaient prêts à négocier, ont des positions de plus en plus dures. Parce que, en dehors du fait que c'était une faute tactique et stratégique d'attaquer Koursk, c'est surtout une faute psychologique. Parce que c'est quand même un des endroits où les plus grandes offensives allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu. Et attaquer, notamment avec quelques chars Léopard, cette zone-là, même s'il n'était absolument pas défendu, psychologiquement, ça n'a fait aussi que resserrer les liens autour de Poutine, même si en Russie, les gens, comme tout le monde, en ont assez de cette guerre. Et il faut rappeler aussi qu'en Russie, on pense toujours que les opposants à Vladimir Poutine sont favorables à la paix, mais il y a aussi des gens qui sont bien sûr plus belliqueux que Vladimir Poutine. Et oui, parce qu'on croit que Poutine dirige seul la Russie. Il est au carrefour, bien sûr, il a un impact énorme, mais il est au carrefour de plusieurs influences. Et d'ailleurs, au moment de l'offensive de Koursk, certains ont dit, et on n'a pas pu le confirmer, que les Russes avaient vu cette petite concentration, parce qu'elle n'était pas énorme initialement, mais qu'ils l'ont laissé faire. Parce que certains membres de l'état-major, qui sont plus durs que Poutine, disaient, si les Ukrainiens rentrent sur nos territoires, ce sera rédhibitoire. Maintenant, on demandera la capitulation totale. Voilà. Est-ce que ça s'est passé comme ça nous a été raconté ou pas? C'est difficile à déterminer, mais ça montre bien qu'il doit équilibrer plusieurs courants, des ultranationalistes qui sont plus bellicistes que lui, certains qui sont pour des négociations plus rapides pour reparvenir à une situation de paix. Et donc, il est vraiment au milieu de ces courants, et pour l'instant, il navigue bien. Mais on s'en est aperçu aussi au moment de l'affaire Wagner. Finalement, il a été obligé de demander des interventions militaires contre les hommes de Wagner, mais il s'est aussi finalement défait de son principal collaborateur qui était Shoigu quelques mois après. On a le sentiment aussi que parmi les parallèles que l'on pourrait faire entre les deux théâtres de guerre, il y a aussi cette revendication initiale de la Russie qui était de dire « nous ne voulons pas des bases otaniennes à nos portes, nous voulons être en sécurité et ne pas être atteignables ». Finalement, d'ailleurs, beaucoup ont fait le parallèle avec la baie des Cochons. Aujourd'hui, finalement, on peut très bien comprendre aussi qu'Israël ait la même volonté, à savoir d'être en sécurité vis-à-vis de ses frontières, puisqu'on voit bien qu'en ce moment, tout consiste à pousser le Hezbollah loin des frontières du nord de l'Israël. Finalement, ce qu'on peut tout à fait comprendre pour Israël, est-ce que
Qu'est-ce qui a expliqué qu'on ne puisse pas le comprendre pour la Russie ? Oui, parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale. Le droit d'Israël à la sécurité a toujours justifié ses opérations offensives à l'extérieur, il faut le dire. Depuis 1948, Israël a bougé les frontières. C'est le pays qui a le plus violé des résolutions de l'ONU. Et donc, à chaque fois que les Israéliens disaient « nous menons une opération militaire parce que notre territoire tel qu'il a été conçu ne nous permet pas de nous défendre, donc on s'empare du Golan, on s'empare de la Cisjordanie, du Negev, dans certaines opérations avant de le rendre à l'Égypte, ça a été accepté totalement. Et aujourd'hui, le fait qu'ils pénètrent dans un État voisin, qu'ils agressent, même si c'est contre le Hezbollah, c'est une violation des lois internationales. Quand la Russie fait le 10e de cela, elle n'a cessé de prévenir pendant des années que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était quelque chose, c'était une ligne rouge à ne pas franchir, que la Crimée faisait partie historiquement de son territoire. Encore une fois, je ne cherche pas à justifier, mais si on applique la même règle à l'un et à l'autre, du point de vue des deux. Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait, si on reconnaît le droit à l'État hébreu d'avoir des frontières qui lui permettent de se défendre en toute sécurité, de ne pas avoir d'adversaires hostiles de l'autre côté, eh bien, on doit reconnaître les mêmes droits à la Russie. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. On est sur le deux poids deux mesures. Beaucoup ont expliqué que finalement l'Ukraine était aussi un proxy américain qui avait consisté à affaiblir la Russie. Très récemment, 2 comiques russes, 2 humoristes imitateurs ont joint l'ancien patron de la CIA, Mike Pompeo, et en se faisant passer pour un dirigeant africain. Et Mike Pompeo aurait finalement expliqué cette stratégie d'affaiblissement de la Russie, mais aurait également déclaré qu'il observait à regret que cela avait consisté à pousser la Russie dans les bras de la Chine. On a envie de se dire quand même, on est ancien directeur de la CIA et on n'était pas capable de prévoir ça. Mais les bras m'en tombent comme à chaque fois. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire américaine et l'histoire des interventions américaines, ce sont des apprentis sorciers. C'est-à-dire que pour une opération réussie, ils en ont 2 ou 3 qui sont ratés. Et c'est là vraiment sur cette opération-là, ils ont connu un échec. Parce qu'effectivement, leur but était d'affaiblir, voire de démembrer la Russie et de s'accaparer ses ressources humaines et matérielles dans la perspective ultérieure d'un éventuel affrontement avec la Chine. Ça n'a pas marché. À part affaiblir l'Europe, ils n'ont rien réussi. Ils n'ont pas dépensé tant d'argent que ça, même si les aides américaines ont été bien plus importantes que les aides européennes. Je crois qu'elles représentent 5% du budget de la défense américain. Et de toute façon, ils ont le dollar et la planche à billets. Donc, à part augmenter la dette, ça leur coûte rien. Mais c'est effectivement affligeant de voir ce genre de réflexion qu'on pouvait faire dès fin 2021, parce quand on connaît les Américains, quand on travaille sur ces questions-là, on voyait très clairement quelle était leur stratégie. Et certains leur disaient, mais ça ne marchera pas. Non, ils y sont allés et ils se sont lamentablement plantés. Mais je rappelle aussi une chose, parce qu'on n'en a quasiment pas parlé en France, le Congrès républicain a sorti un rapport il y a maintenant 2 ou 3 semaines, très virulent contre le retrait d'Afghanistan. C'est-à-dire qu'au moment du retrait d'Afghanistan, la CIA, les services du Pentagone avaient prévu un retrait par étapes. Et dès que Biden est arrivé au pouvoir, il a balayé d'un revers de main toute la planification qui avait été faite. Il a rapatrié tout le monde en quelques semaines. Et l'Afghanistan est tombé dans un chaos terrible. Alors là, c'est un peu paradoxal. C'est une faute américaine. Et c'est l'équipe de Biden, c'est pas uniquement lui qui en est responsable. Alors que pour une fois, il semblerait que les Américains avaient prévu un retrait par étapes qui se passe bien. Mais voilà, quand c'est pas une erreur de stratégie faite par les penseurs du Pentagone ou du Conseil de sécurité, c'est le président lui-même qui vient finalement saboter la politique internationale. Ils sont malheureusement coutumiers du fait. Si je reviens aux déclarations de Mike Pompeo, justement, sur ce lien qui est en train de se créer et qui devient de plus en plus proche et fort entre la Russie et la Chine, Mike Pompeo semble vouloir dire qu'il va falloir revenir sur ces liens en construction pour isoler à nouveau la Chine. On sait que dans quelques semaines, il y aura le sommet des BRICS en Russie, donc le mandat d'arrêt international contre Poutine ne posera pas de problème, il pourra y aller sans aucun souci. Est-ce que c'est pas trop tard finalement ? Est-ce que ce morcellement du vieux monde, j'allais dire, un peu de l'Occident, avec une Europe vassalisée, les États-Unis et Israël d'un côté, et finalement le Sud global, du moins c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, qui avance vers un monde multipolaire ?
J'espère, je ne pense pas et je n'espère pas que ce soit trop tard. En tout cas, le coup est tiré, il y aura une évolution majeure, on la voit déjà, il y aura une évolution très significative dans le rapport de l'Occident au reste du monde. Nous sommes en perte de vitesse, c'est très clair. Par contre, sur la Russie, les Américains sont capables de faire des volte-face à 180 degrés très rapidement et Poutine est suffisamment pragmatique pour se rendre compte qu'effectivement, si les Américains se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, qu'ils trouvent que la Russie est allée trop loin dans les bras de la Chine, ils n'hésiteront pas à faire des efforts côté américain, justement pour refragiliser cette relation. Et c'est tout l'intérêt de Poutine et de la Russie, finalement, elle aussi, de s'extraire d'une certaine façon d'une trop grande dépendance, de liens trop étroits avec la Chine et de rétablir un équilibre avec l'Occident. Donc, si on a deux camps pragmatiques, et Dieu sait si les Américains, quand ils le veulent, sont capables de l'être et que la Russie devenir Poutine aussi, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'original, mais je ne sais pas si ça aura un impact positif pour l'Europe. C'est ce que j'allais dire. Dans ces deux camps, finalement, on a l'impression que l'Europe sera contrainte d'avoir une position de suiveur. De toute façon, elle n'a aucune importance, aucun poids aux yeux des Russes, et qui nous considèrent tous comme des auxiliaires des États-Unis. Et quand les Russes veulent parler avec quelqu'un, ils parlent avec Washington. La France et l'Allemagne ont perdu tout crédit, n'ont plus guère de poids diplomatique. Voilà, ça va être aussi l'enjeu de l'attitude des États-Unis vis-à-vis des pays frontaliers de l'ex-Union soviétique, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie. Voilà, comment Washington, qui leur a apporté une aide majeure, va se comporter s'il y a demain un changement de politique avec la Russie. Mais encore une fois, contrairement à ce qu'on nous a raconté, la Russie n'est pas dans une logique expansionniste et donc elle ne représente pas une menace pour l'Occident aujourd'hui. Et donc elle ne le représentera pas demain, également pour des raisons démographiques. Donc je pense que d'une certaine manière, à moyen terme, d'ici 2-3 ans, nous pourrions retrouver des relations apaisées si le conflit s'arrête et que les Américains, bien sûr, font un pas en direction de Moscou, parce que c'est à eux de le faire. On a le sentiment finalement que pour les États-Unis, et j'allais dire, quels qu'en soient les résultats de la prochaine présidentielle, ils vont obligatoirement devoir accepter un passage où ils ne pourront plus verser dans l'interventionnisme. Je l'espère, j'en suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir aux États-Unis la fin d'une génération. Parce qu'effectivement, on voit que les Cheney, qui ont eu ce rôle extrêmement important et néfaste sous les présidences de George W. Bush, s'ils soutiennent encore, alors que ce sont des néoconservateurs républicains, s'ils soutiennent Kamala Harris, c'est un peu la fin. Il y a un renouvellement de génération aussi qui s'opère aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on va en voir sortir des gens avec un point de vue plus pragmatique, pour moi, c'est assez difficile à dire. Mais ça arrive à un moment donné où on ne voit pas le même type de renouvellement en Europe. Voilà, parce qu'il y a un renouvellement dans toutes les sociétés, mais aux États-Unis, on voit que des choses peuvent changer, alors qu'en Europe, on a l'impression d'être sur une inertie qui nous laisse avec des modes de pensée et des acteurs qui réfléchissent de la même manière. Merci beaucoup Éric Dédessé d'être venu sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite bien sûr à retrouver les articles du CF2R sur le site. Bien entendu, il y a des articles de politique internationale et bien entendu sur les renseignements. N'hésitez pas. Pensez également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à commenter cette émission dans la rubrique juste en dessous. Et puis bien sûr, cliquez sur ce fameux petit pouce en l'air. Il n'est pas trop tard et ça améliore le référencement et donc notre succès. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.